Bonjour la famille, content de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Je voulais transmettre quelque chose que quelqu'un a partagé avec moi il y a quelque temps et je n'ai tout simplement pas eu l'occasion de le partager. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est une de ces choses qu'il suffit de partager. Et les gens à qui j'en ai parlé n'en avaient jamais entendu parler. Alors j'ai pensé que ce serait peut-être le cas pour vous. C'est formidable de partager les informations que nous rencontrons, de briser en quelque sorte le mystère de ce qui se passe au-delà de ce que nous sommes autorisés à explorer. Et cette histoire fait partie de celles qui vous épateront, car elle révèle en quelque sorte ce que nous pensions déjà qu'il se passerait là-bas. Mais cette personne qui a partagé cela avec moi était très gentille et m'a dit « c'est vraiment cool, tu en as entendu parler ?» Et je n'en ai pas entendu parler jusqu'à ce qu'il le partage. Cette chaîne ici, Yup 0123. Et ils ont dit « J'ai trouvé ceci sur Facebook et je pense que cela vaut la peine de le partager avec vous tous. J'ai gardé la mise en page originale du message intacte pour conserver son originalité. » Alors ils l'ont décomposé. Vous verrez de quoi je parle ou de quoi il parle ici dans une seconde. Et l'histoire que je vais faire défiler commence ici. Et cette personne a contacté l'une de ses pages Facebook, Truther. Il y en a beaucoup qui parlent du firmament. Et il avait une formation militaire et il disait « Je n'ai jamais vraiment cru en Jésus ni toute cette histoire d'église, mais je pense avoir vu de quoi vous parlez ici. » Je ne savais tout simplement pas ce que c'était à ce moment-là. Cette personne était dans l'armée de 1997 à 2000. Et il dit « J'ai été envoyé à la station McMurdo en Antarctique. J'étais mécanicien d'hélicoptère et chef d'équipe et ils avaient des tournées de volontaires ouvertes pour que les gars puissent y aller et travailler sur les hélicoptères là-bas. » Quand ils ont demandé des volontaires, nous étions nombreux à postuler, mais seuls moi et un autre gars ont été acceptés. Le processus de candidature comportait un certain nombre de questionnaires que nous devions remplir et nous devions passer plusieurs entretiens individuels. C'était surtout juste un tas de questions sur nos intérêts et nos convictions. C'est bizarre qu'ils posent des questions sur leurs croyances. J'ai été envoyé à la station de recherche McMurdo en août 1998. Quand nous n'étions pas occupés à dégivrer les avions et à travailler dessus, nous avions du temps pour être avec le scientifique de la station de recherche. L'unité militaire rattachée à McMurdo était petite et nous ne disposions pas de nos propres installations séparées. Nous n'avions ni PX ni centre multimédia. Il n'y avait ni chapelle ni aumônier et nous n'avions pas notre propre salle de courrier séparée. Il nous fallait simplement partager les mêmes installations avec les scientifiques et les chercheurs. Ainsi, au fil du temps, je suis devenu ami avec quelques-uns d'entre eux et travaillé et étudié sur deux types de glaces différentes. C'est là que ça devient intéressant. Une sorte de glace était la glace normale que nous avons tous vue. Ils en ont prélevé des carottes dans des trous de forage dans le sol, tout comme la glace normale. Elle était généralement claire et parfois blanche, et elle fondait en eau liquide si elle devenait chaude. Toute la région de l'Antarctique est recouverte de ce type de glace. Mais ce n'était pas leur principal type de glace. La seule fois où je les ai vus étudier la glace normale, c'était lorsqu'une équipe de tournage de National Geographic est passée. Le reste du temps, c'est-à-dire la plupart du temps, les scientifiques étudiaient ce qu'ils appelaient la glace du ciel, Sky Ice. Ce truc était totalement différent. Nous n'avions jamais le droit d'accéder au laboratoire de la station, car ceux-ci devaient rester extrêmement propres, et ils ont dit que cela gâcherait leur travail s'ils risquaient de laisser trop de monde entrer dans le laboratoire. Mais un jour, l'un des chercheurs avec qui j'étais ami m'a montré un morceau de glace du ciel. Vous ne pouviez pas toucher ce truc à main nue parce que c'était trop froid. Et ce n'était pas clair ou blanc comme de la glace normale, c'était d'un bleu uni. Il a dit que c'était pour ça qu'on l'appelait glace du ciel, parce qu'elle était exactement de la même couleur que le ciel. Nous avons dû porter des gants extérieurs épais et costauds pour le manipuler. Ce truc était si froid qu'il gèlerait instantanément votre peau si vous le touchiez. Je ne me souviens pas de la température qu'il a dit, mais ça faisait quelque chose comme des centaines de degrés en dessous de zéro. Bien plus froid que la glace normale qui se trouvait à l'extérieur. Il devait le transporter dans une bouteille en métal qui ressemblait à un thermos. Il m'a laissé jouer avec le morceau pendant un moment. C'était plus léger qu'un morceau de glace normale de la même taille. Comme si ce n'était pas très lourd du tout. C'était presque comme si vous pouviez le lancer en l'air et qu'il retomberait en flottant simplement. Mais je n'ai pas essayé. Et c'était aussi un peu flexible. Lorsque j'ai essayé de le plier, il ne s'est pas brisé comme le ferait une glace normale. Et même pour un petit morceau, on ne pouvait pas voir à travers. C'était d'un bleu uni dès la surface. Et voici la partie vraiment bizarre.
Il n'a pas fondu en eau quand il faisait chaud parce que nous étions à l'intérieur. Ça a juste commencé de rétrécir. C'est devenu de plus en plus petit. Mais mon gant n'a jamais été mouillé. Et il n'y avait pas d'eau sur le sol. La substance s'est simplement transformée en air et s'est vaporisée lorsqu'elle s'est réchauffée. Il a dit que c'était la raison pour laquelle il devait étudier ces choses là-bas en Antarctique. On ne pouvait pas ramener de la glace du ciel en Amérique pour l'étudier car c'était presque impossible de la garder suffisamment froide pendant le transport. Puis ensuite ils ont partagé un verset ici même. C'est Ézéchiel 1, 26. Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et ensuite on continue, où il est dit que la glace se vaporiserait toujours dans l'air et que vous n'auriez plus rien à votre retour aux États-Unis. Il a dit que les scientifiques russes avaient découvert le même problème lorsqu'ils avaient essayé de rapporter la glace en Russie. C'est pour cela qu'ils avaient tous des stations de recherche en Antarctique. Après peut-être 15 minutes de manipulation du morceau de glace de ciel, il avait presque complètement disparu. C'était comme il n'en restait que juste un tout petit peu. Et mon gant était sec tout le temps. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant ni depuis. Et c'est inhabituel car j'ai toujours eu un intérêt pour les choses scientifiques. Je pense que c'est même pour cela que j'ai été sélectionnée pour aller en Antarctique. Car une grande partie de l'entretien portait sur la science et sur ce que je pensais des choses. Alors j'ai vraiment pensé que c'était cool de voir quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Pendant tout mon séjour à McMurdo, j'ai entendu des gens parler du mur. C'était un endroit spécial. Il est assez courant de trouver des murs de glace et des falaises de glace partout en Antarctique. L'endroit entier est de la glace, mais ce n'est que de la glace blanche ou claire normale. J'ai donc demandé à mon ami d'où venait la glace du ciel, et il m'a répondu qu'elle venait du mur. Je ne me souviens pas exactement comment il l'a décrit, mais apparemment, il y a un énorme mur de glace de ciel en Antarctique. Il a dit que c'était à des centaines de kilomètres de la côte à l'intérieur des terres. Et je n'ai jamais pu le voir moi-même parce que j'étais uniquement en poste à McMurdo. Je n'ai pas eu l'occasion de partir en expédition. Il a dit que c'était la plus grande structure naturelle du monde. Imaginez ça. Il a dit que dans les années 1960, l'armée américaine envisageait de percer un tunnel dans le mur, mais elle ne disposait pas d'une machine de forage capable de supporter les températures extrêmement froides. Ils ont donc mené tout un projet de test au Groenland où ils ont développé des tunnels de glace et inventé de nouvelles machines de forage capables de fonctionner à des températures très froides. Ceci était donc à l'époque où ils allaient créer la NASA et toutes les autres choses qui étaient plutôt étranges. Le traité sur l'Antarctique à cette époque, c'était assez proche. Et il dit qu'ils ont fait tout ce gros truc au Groenland juste pour s'entraîner. C'était donc comme s'ils s'entraînaient à percer la glace de ciel. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est exactement ce qu'il m'a dit. Puis une fois qu'ils ont mis au point la nouvelle machine de forage, ils l'ont amenée au mur de glace ou au mur de l'Antarctique. Il a dit que la machine avait creusé un tunnel. Je ne me souviens pas exactement, environ 8 ou 16 kilomètres dans le mur, mais qu'ils n'ont jamais franchi l'autre côté du mur et qu'ils ne savaient toujours pas quelle est l'épaisseur du mur, même à ce jour. Je ne me souviens probablement pas correctement de cette partie, mais je pense qu'il a dit d'abord que le sol du tunnel était de la roche solide, mais après 1 mile ou 2, le sol était de la glace de ciel, comme s'il y avait de la glace de ciel en dessous après un certain point ou quelque chose comme ça. Et apparemment, le mur se reconstruit lentement. Donc il se reconstitue lentement après que vous l'ayez coupé ou percé, car après environ 1 an, le tunnel s'est rétréci tout seul, comme une plaie auto-cicatrisante. Il commence à se refermer. Ils ont dû laisser la foreuse à l'intérieur du mur, car le tunnel était trop petit pour pouvoir en sortir. Et après quelques décennies, le tunnel avait complètement disparu, comme si la partie du mur était à nouveau solide. Il a déclaré que les scientifiques essayaient désormais d'utiliser la technologie pour déterminer l'épaisseur du mur. Il a parlé de placer des capteurs sismiques tout au long du mur et que d'une manière ou d'une autre, on pourrait mesurer le signal d'un tremblement de terre pour voir l'épaisseur du mur. Mais il m'a un peu perdu sur ce point. Je n'ai pas vraiment pensé à tout cela après mon départ. Mais je ne pensais pas que c'était un big deal à l'époque. Mais il y a quelques semaines, j'ai vu une carte du mur de l'Antarctique. Sauf que la carte était toute plate et avait l'air folle, et elle montrait le mur s'élevant sur toute la Terre.
Et puis j'essaye d'en savoir plus sur la glace de ciel que j'ai vue et sur le mur dont j'ai entendu parler, mais je ne peux rien trouver du tout. Alors maintenant, je me demande vraiment s'il pourrait y avoir un lien ici. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce groupe. J'espère donc qu'une partie de mon expérience aidera peut-être quelqu'un à comprendre quelque chose. Eh bien, merci à cette personne. S'il disait la vérité, ce serait une information très intéressante, compte tenu de ce que nous savons qui nous entoure. Nous savons que le firmament n'est pas uniquement constitué de glace. C'est quelque chose de spécial qui pourrait simplement être quelque chose près de la fondation pour vous empêcher d'aller au bout. Cette création du Père est très complexe. Et il a une préscience, il sait ce que l'humanité va essayer de faire. Ces petites bombes nucléaires qu'ils ont tirées sur le firmament n'étaient rien pour le firmament. Ils ne peuvent pas le casser. Ils ont essayé. S'ils le pouvaient, ils le feraient, mais ils ne le peuvent pas. Et ceci n'est qu'une de ces histoires qui confirme une grande partie de ce que j'avais supposé qui se passerait. Et j'ai toujours pensé, mec, s'ils sont là-bas et qu'ils peuvent y aller, ils essayent probablement de le percer, et s'ils le font, comment n'ont-ils pas déjà réussi à le faire? Et cela répondrait à la question pour vous, car ça se referme au fur et à mesure que vous le traversez. Mais ça, c'était dans les années 60. Ils ne parlent pas de ce qu'ils essayent maintenant, ils le gardent surtout. Je suis sûre que leur plus gros travail est de nous empêcher d'y aller. Vous ne pouvez vous rendre qu'à certains endroits. Cela représente des dizaines de milliers de dollars pour un aller simple. Sinon, beaucoup d'entre nous y seraient déjà allés. J'essayais de me faufiler et d'enquêter. Mais cette vidéo ici, elle n'a eu que peu de vues, mais c'est du lourd. Je voulais faire passer ça. Je sais qu'à l'époque de la censure, on ne peut plus trouver des trucs comme ça. Et c'est sur la playlist Firmament des Founded Earth Brothers. Je ne savais tout simplement pas si vous en aviez entendu parler et si vous auriez voulu que je vous le transmette. Ça répond à quelques questions que la plupart d'entre vous, si vous êtes comme moi, vous vous posiez sur ce qui se passe là-bas. Et quelles sont certaines des propriétés de ce qui est proche de la fondation du firmament, s'ils en sont même proches. Ça pourrait continuer ainsi sur de nombreux kilomètres, qui sait. Si ça se trouve, on découvrira un jour que le firmament se déroule comme un parchemin. Mais ce deuxième jour de la création, où il a mis cette étendue pour les signes et les saisons, nous faisons savoir qu'il reviendra très bientôt. Et c'est l'une de ces choses dont nous sentons qu'elle approche à grands pas, en raison de la façon dont les choses évoluent dans le monde, et de ce à quoi ils essayent de nous préparer, et de toutes ces divisions. Et comment vous pouvez vous préparer à ne pas tomber dans les pièges des tromperies à venir. J'essaie juste de diffuser et de partager les informations dont je dispose tant que nous le pouvons encore. Je vous dis à très bientôt les amis, que la paix soit avec vous.